Ben, merci beaucoup Diane, merci tout le monde d'être là, merci Valérie aussi pour l'invitation. Vous allez bien? Chouette. Bon, c'est interactif, on peut discuter, c'est du spectacle vivant en quelque sorte. Enfin, pas tout à fait, ça reste une conférence quand même. Juste pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Samuel Valency, je suis le fondateur d'une compagnie de théâtre qui s'appelle La Poursuite du Bleu, qui produit des spectacles engagés sur les thématiques sociales, sociétales, environnementales dont on va parler le reste du temps. Et pour tout vous raconter, pendant 4 ans, en parallèle de cette compagnie, j'ai eu ce que David Graeber appelle un bullshit job. Hein, c'est comme ça qu'il dit, un job à la con en français. Pendant 4 ans, j'ai fait ça, enfin j'ai commis ça, pardon, je vous prie de m'en excuser. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur d'avoir fréquenté la Startup Nation avant de vous rejoindre ici. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, j'ai développé ma compagnie en parallèle. Et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, ma compagnie se développe, je vais pouvoir vivre de mon travail artistique. Et j'ai donc posé gentiment ma démission, négocié mon départ, et j'ai quitté mon job à la con le 30 mars 2020 pour faire du théâtre. C'est ce qui s'appelle avoir du flair, n'est-ce pas? Et comme j'ai eu beaucoup de flair, bon, je suis tombé en plein milieu de la pandémie, peu de temps après que le Shift a découvert mon travail artistique. Et The Shift Project, donc présidé par Jean-Marc Jancovici, qui cherche à éclairer et influer le débat sur l'énergie et le climat, m'a proposé de travailler à un truc qu'ils avaient humblement dénommé le plan de transformation de l'économie française. Ça impose. Hein. Alors, faut pas compter sur les ingénieurs pour faire du marketing quand ils pensent au nom d'un rapport. Hein. C'est pas ça qu'ils font. Mais bon, par contre, le contenu était assez excitant. Imaginez respecter les accords de Paris dans l'ensemble des secteurs de l'économie. En gros, avoir l'équivalent des réductions de gaz à effet de serre équivalentes à un Covid tous les ans pendant 30 ans. Comment ça s'organise et ça ne se subit pas. Donc, c'était ça le but du travail et on m'a proposé de bosser sur la partie culture. J'ai donc répondu que la culture, c'était le livre, tout le secteur de la presse et de l'édition, le cinéma, le spectacle vivant et bien d'autres choses encore. J'ai donc dit que c'était un petit peu ambitieux d'être seul. On m'a dit, t'en fais pas, ça va durer 2 semaines. Ça en a duré 78. Voilà, juste si jamais vous êtes contacté par le Shift pour bosser bénévolement, hein, faites attention à vous, quoi. Voilà. Donc du coup, finalement, je me suis retrouvé à être embauché. Comme je vous l'ai dit, je pouvais pas trop développer ma compagnie de théâtre à ce moment-là, donc c'était pas plus mal. Et puis bon, j'ai quand même eu le temps de créer un nouveau spectacle qui s'appelle Coupure et dont on est très fier dans la compagnie. Mais tout ça pour vous dire, donc je suis auteur et metteur en scène, je bosse avec The Shift Project sur tout ce que je vais vous présenter là. Et je suis également enseignant à l'ICAR et dans d'autres formations, bientôt à Sciences Po Paris et à Dauphine, sur ces thématiques que je vais aborder avec vous, parce qu'en fait, j'ai commencé à passer beaucoup de temps à théoriser ce qu'on essaye de mettre en place dans ma compagnie et ce qu'on a produit maintenant au sein du Shift Project dans le rapport. Voilà, les présentations sont faites. M'en voulez pas, je ne vais pas faire passer le micro pour que tout le monde se présente. Ok, mais j'avance parce que je vais aller au but. Je vais commencer, je suis désolé, par vous poser un problème. En gros, dans 40 minutes, si tout va bien, vous allez avoir une irrépressible envie de consommer du paracétamol. C'est ça, en gros, l'objectif de mes 40 prochaines minutes, c'est de vous faire comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Pour ceux qui connaissent Jean-Marc Jancovici, il y aura de la redite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez apprendre des trucs, normalement, comme moi il y a quelques années, donc l'objectif sera quand même rempli. Je vais commencer par vous proposer une définition qui est celle de l'énergie. Et je vous propose de définir l'énergie en m'inspirant du premier principe de la loi de la thermodynamique, c'est-à-dire le fait que l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation d'un environnement, et le fait que cet environnement étant clos, on ne pourra pas y créer de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En gros. C'est ça la loi qui va nous diriger pendant le reste de l'exposé, et vous allez voir que c'est une loi sacrément enquiquinante. Elle n'est pas pratique. Elle n'est pas très malléable. Je vous donne quelques exemples qui devraient confirmer ce que je suis en train de vous dire. On utilise de l'énergie pour transformer la chaleur dans cette pièce, c'est-à-dire notre environnement. Dans un environnement fermé, il nous faut un apport énergétique. Bon, il nous faut un apport énergétique pour que quand on appuie sur l'accélérateur, il faut du pétrole, la vitesse change. Il nous faut un apport énergétique pour transformer du coke, par exemple, en ciment. Bref, il nous faut un apport énergétique à chaque fois qu'on veut transformer notre environnement. Et ce que quantifient les watts, les joules, les tonnes équivalent pétrole ou le CO2 dans notre environnement, c'est ça. C'est la transformation de notre environnement. Et ça ne sera rien d'autre pendant la suite de l'exposé.
Et puisque vous l'avez compris, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, eh bien l'énergie, elle provient forcément de notre environnement qui s'appelle la Terre, hein, pour ceux qui étaient réveillés. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'énergie, bah, vous allez en prendre. Voilà. Donc le but, c'est de se dire que si l'énergie provient nécessairement de notre environnement, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut regarder un petit peu comment on l'a utilisé au fil du temps. Et au fil du temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà fait une transition énergétique. On n'a pas attendu d'avoir un ministre dédié à la transition énergétique pour s'y coller. On avait historiquement un convertisseur sous la main assez pratique, c'est nous. Alors là, vous êtes en train de m'imaginer avec la touch bar de mon Mac en train de chercher les émoticônes pour vous faire ce schéma ridicule. Toujours est-il que c'est ça l'idée. On a de l'énergie solaire qui nous aide à produire certaines plantes, entre autres, ou des sources de protéines animales, et puis on se le donne à nous-mêmes et on développe notre propre force physique. Ça, c'est plutôt notre histoire avant la sédentarisation. Et puis on s'est sédentarisé, paraît-il, dans le croissant fertile il y a à peu près 10 000 ans. Et on s'est adjoint une force considérable, mais pas non plus décuplée, celle de la force de trait, celle des animaux. Et puis, petit à petit, on est passé, avec l'Antiquité, à l'utilisation d'énergies parfaitement renouvelables. Vous connaissez l'énergie de la Rome antique qui lui a donné son pouvoir, une énergie parfaitement renouvelable. Je pensais plutôt à l'esclave, mais oui, c'est possible. L'esclave est une énergie parfaitement renouvelable. La Rome antique a utilisé des bateaux en bois parfaitement renouvelables, avec des voiles en lin ou en coton parfaitement renouvelables. Et puis quand il n'y avait pas de vent, c'était des esclaves parfaitement renouvelables, dirait Jean-Marc Jancovici, en étant un peu taquin avec vous, ce que je suis aussi. Ce qui se passe dans notre modernité, c'est pas forcément qu'on a changé d'énergie. On a changé de source d'énergie, on a changé surtout l'ordre de grandeur de l'utilisation de l'énergie. Parce qu'on va y venir, le pétrole a changé radicalement les ordres de grandeur avec lesquels on utilise cette énergie, parce qu'on ne l'utilise pas directement, on donne ce pétrole à boire à des machines. À part si vous avez déjà eu à faire une vidange, vous n'avez jamais bu du pétrole, et je vous souhaite que ça dure. On donne ce pétrole à manger à tout un tas de convertisseurs, les machines qu'on a sous la main en permanence, mon ordinateur qui envoie des slides, mon téléphone qui prend des coups de fil de temps en temps, la machine à café pour faire le café. Bref, on n'arrête pas d'actionner directement ou indirectement des machines autour de nous. Et c'est ces machines qui nous transforment. Et on n'a pas fait cette transition énergétique parce qu'on est complètement fou. On a fait cette transition énergétique parce qu'elle nous est bien agréable. Elle nous est bien agréable parce que même le plus sportif ou la plus sportive d'entre nous, en travaillant à produire de l'électricité avec ses bras, vous voyez l'image, serait capable à peu près d'envoyer 50 watts par jour. 50 watts par jour, pour vous donner une idée, c'est l'énergie que consomme l'ampoule dans votre salon pendant 1 heure, à peu près. Ça vous fait une belle jambe. Ok ? Pas très utile, ou de beaux bras plutôt dans mon exemple. Mais, me direz-vous, vous disposez aussi d'une paire de jambes, donc vous êtes capable de produire beaucoup plus d'énergie que ça. Et c'est pas faux. Vous disposez d'une paire de jambes qui vous permettrait, si vous pédalez, qui vous permettriez, si vous pédaliez toute la journée, de produire 500 watts par jour. Puissance extraordinaire, hein, décuplée. Donc là, vous pourriez carrément lire un bouquin à la lumière de votre lampe de chevet toute la journée, quoi. Et ça, c'est chouette. Si jamais on avait la mauvaise idée de vous payer pour le faire, ce que la Rome antique n'aurait pas fait, par exemple, vous auriez dû être payé à peu près au SMIC, et ça nous aurait coûté, dans cette histoire, 200 € pour 1 millier de watts. Donc 200 € par kilowattheure. Même avec les réformes demandées par la NUPES, à peu près. Dans 10 litres de pétrole, il y a 100 fois ça. Et même quand c'est cher, comme en ce moment, en gros, ça nous coûte 40, 50 centimes par kilowattheure. Quand on a ces enjeux-là en tête, on comprend que le pétrole, on ne l'a pas choisi parce qu'on est complètement fou. On l'a choisi parce que ça démultiplie notre puissance d'agir de façon considérable. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'à euro égal, le pétrole démultiplie notre puissance d'agir par 400 ou 500. Et du coup, on utilise des convertisseurs qui boivent du pétrole pour démultiplier notre puissance d'agir. Comme dit souvent Jean-Marc Jancovici, on s'est tous construit un hyper beau costume d'Iron Man. C'est ça qu'on a fait avec le pétrole. On donne du pétrole à manger à plein de machines qui font le boulot à notre place. Quand on est agriculteur et qu'on a un John Deere sous la main, le John Deere, il nous permet de déployer la puissance de 600 paires de jambes au quotidien. Quand on est conducteur de semi-remorque au quotidien, on a la puissance de 4000 paires de jambes à notre disposition. Pas mal quand même. Alors que personne ne se lance dans une comparaison de « mais oui, mais il faudrait des ressources pour nourrir les 4000 paires de jambes, etc. » Ça ne tiendrait pas longtemps, pas plus que de se dire qu'il faudrait 1 million de paires de jambes pour traverser l'Atlantique avec un avion de ligne. Ou un jet privé pour d'autres, mais il faut plus de paires de jambes.
Donc voilà, vous avez à peu près les ordres de grandeur et on comprend très bien pourquoi on a amorcé cette transition énergétique. Ces machines dont je vous parle, on les utilise au quotidien. On les utilise directement ou indirectement. Vous avez des machines que vous actionnez tous les matins de façon évidente, votre radio réveil s'il vous reste ce vestige technologique à la maison, mais aussi votre téléphone, votre ordinateur, votre machine à café, tout ça c'est des machines bien sûr. Mais il y a aussi toutes les machines que vous actionnez de façon indirecte. Les machines que vous actionnez de façon indirecte, par exemple, vous achetez un vêtement. Bon ben, il faut faire tout le fil inverse de la production de ce vêtement. Imaginez que pour produire du coton, il a fallu évidemment de l'agriculture. Si vous êtes un petit peu bobo comme moi, vous avez peut-être acheté du coton bio. Au plus proche, il vient de Grèce. Au plus proche. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, le coton bio, on en parlera plus tard. Donc, peu importe. Si vous achetez un vêtement, en quelque sorte, vous mobilisez tout ce qui est nécessaire à l'agriculture pour produire du coton, aux filatures pour les transformer, à la teinture pour le teindre, au transport nécessaire une fois qu'il est filé pour l'emmener dans les entrepôts de stockage, puis au transport nécessaire pour l'amener au point de vente, puis parfois au transport nécessaire pour l'amener chez vous. Bref, vous avez mobilisé en un instant des centaines de machines de façon indirecte. Et là où je vais insister, c'est qu'en plus, il s'avère que tous nos vêtements sont légèrement élastiques parce qu'il y a du poly quelque chose dedans. Donc en plus, vous avez mobilisé toute l'industrie pétrolière pour transformer du pétrole en plastique, du plastique en fil et en faire votre vêtement. Donc de façon indirecte, au quotidien, on actionne des centaines et des centaines de machines. En France, c'est à peu près 500 ou 600 machines par individu qui travaillent pour nous chaque année. Donc c'est quand même considérable la façon dont l'énergie a changé complètement notre rapport à la transformation de notre environnement. Tout ça est lié à une petite erreur de calcul qu'on doit à ce brave homme qui s'appelle Jean-Baptiste Say, dont j'ai étudié les principes en classe prépa puis sur les bancs d'HEC, qu'on n'a pas particulièrement remis en question pendant mes études, soyons clairs. Les ressources naturelles sont inépuisables parce que sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Voilà. Et Jean-Baptiste Say n'a pas tout à fait tort, hein, puisque vous pouvez penser au bilan comptable de n'importe quelle entreprise. On va prendre l'entreprise Evian comme exemple. Eh bien, dans l'entreprise Evian, vous ne trouverez jamais la ligne O, EAU, dans le bilan comptable. Jamais. Vous trouverez le travail et le capital nécessaires à aller chercher de l'eau, à l'emplastifier, à la vendre, et surtout le travail des gens qui vous poussent à l'acheter. Mais jamais vous ne trouverez dans le bilan comptable d'Evian la ligne O, parce que les ressources naturelles sont, depuis que Jean-Baptiste Say l'a dit, considérées comme non existantes dans les bilans comptables des entreprises. Et du coup, on se retrouve avec des indicateurs qui sont très très mal fichus pour estimer là où on en est par rapport à notre transformation de notre environnement. Et quand on nous promet 2% de croissance par an pendant les 30 prochaines années, vous allez voir, il ne suffit pas d'être très bon en maths pour comprendre qu'a priori, ça va mal finir. Puisque vous allez voir que chaque pot de PIB demande de l'énergie, et que l'énergie, vous l'avez compris, transforme notre environnement, puisque c'est à ça qu'elle sert. Et qu'on ne pourra pas lui demander autre chose. Voilà, donc ça c'est le chapitre des bonnes nouvelles, hein, mais je n'ai pas fini, je vous rassure, on va parler du climat après. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est que malheureusement, même si on en parle beaucoup, la transition énergétique n'a rien d'évident. Ce que vous voyez sur ce graphique, en orange, c'est le pétrole, en rouge, c'est le charbon, en bleu, c'est le gaz dont on parle beaucoup en ce moment, et au-dessus, ce sont les énergies dites bas carbone ou renouvelables. Le nucléaire n'est pas dit renouvelable, mais il est dit bas carbone. Donc voilà, vous avez l'ensemble. Ce qu'on voit sur ce graphique, je peux vous montrer le suivant, il est un peu plus clair. Ce qu'on voit sur ces graphiques, à part la crise des subprimes et un tout petit peu plus loin le Covid, vous les voyez? Explicite l'énergie. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est ni l'effet des COP, ni l'effet de à quoi ça servirait d'avoir de la croissance ad vitam aeternam, etc. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que nous ne sommes pas en transition énergétique, nous sommes en addition énergétique. Ce que nous faisons jusqu'à maintenant, c'est ajouter des consommations énergétiques de différentes sources sur les précédentes. Nous n'avons absolument pas remplacé l'une par l'autre. Ça n'est pas ce qu'on voit sur les graphiques. Et l'énergie quantifie toujours la transformation de notre environnement. Et sur la même période donnée, je vous ai mis l'évolution du diamètre de la Terre en kilomètres. Comme la boule de Petri fait toujours 13 000 km, et qu'on emploie de plus en plus d'énergie, et que je vous ai rappelé la loi de conservation au début, eh ben on retrouve tout un tas de ce qu'on appelle externalités, de façon assez maladroite, très désagréable. Et vous voyez ici l'augmentation de notre PIB, qui est parfaitement corrélée avec l'augmentation de notre consommation d'énergie.
Et en face, vous voyez toutes les externalités pas très sympathiques que ça engendre. Le CO2 dans l'atmosphère, le méthane dans l'atmosphère, le dioxyde d'azote dans l'atmosphère, etc., etc. Et parmi les désagréments pas sympathiques que ça engendre, il y a le changement climatique. On a la chance d'avoir du soleil pour nous réchauffer. La Terre en absorbe une partie, elle en renvoie une autre partie vers l'espace. Et quand elle en renvoie une autre partie vers l'espace, il y a des gaz à effet de serre qui captent une partie de cette énergie et qui la gardent sur Terre. Et on en est bien content. C'est ce qui fait qu'on a un climat viable et plutôt agréable. Le problème, c'est que nous, à chaque fois qu'on consomme de ces énergies que je vous ai présentées, qui sont à 80% d'origine fossile, parce que ce sont des restes de vie ancienne, on les met dans ces gaz à effet de serre et on augmente le réchauffement global. Ce que nous raconte le GIEC. Donc, à chaque fois qu'on augmente la consommation des trois énergies du bas, on rajoute au problème dans l'atmosphère. C'est ça qu'on se dit. Et ce que j'aimerais vraiment vous faire remarquer sur ce graphique, c'est que les deux énergies, qui ont le plus cru en matière de production entre 2010 et 2020, c'est le pétrole et le charbon. C'est pas l'éolien, c'est pas le nucléaire, c'est pas l'hydraulique, c'est pas le solaire, encore moins le solaire à concentration, c'est ça. Donc on est très très loin d'être en train de régler le problème. Et à chaque fois qu'on utilise ces énergies, on émet différents gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et là où ça devient vraiment problématique, c'est que nous sommes face à un processus qui est totalement cumulatif. À chaque fois qu'une voiture passe dans la rue à côté de chez vous, le CO2 qui sort du pot d'échappement à l'instant T, vous retrouvez jusqu'à 10% de sa composition dans l'atmosphère dans 10 000 ans. Une voiture passe dans la rue à côté de chez vous, elle émet du CO2 tout de suite, vous en retrouvez la moitié dans l'atmosphère dans 100 ans, vous en retrouvez 20% dans 1000 ans, et vous en retrouvez 10% dans 10 000 ans. Donc qu'on s'entende, c'est un processus cumulatif. Le GIEC n'est pas en train de nous demander de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il est en train de nous demander de laisser les énergies fossiles dans le sol. C'est ça que nous demande le GIEC. Et si on ne le fait pas, on crée de la dette pour 10 000 ans. Tous les gens qui vous parlent du problème climatique comme un problème de petits gestes ou de gros gestes n'ont rien compris. Un petit geste, ça ne peut pas durer 10 000 ans. Si chaque gramme de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, il reste 10 000 ans, vous comprenez que chaque geste qui évite ça n'est pas un petit geste. Ça ne veut pas dire qu'on va remettre entièrement la faute sur l'individu qui émet quelques grammes de CO2, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire que chaque geste compte, chaque tonne compte, c'est ce que disent les rapports du GIEC. Par ailleurs, on émet d'autres gaz. Je vous ai mis en comparaison du CO2 le pouvoir réchauffant global de d'autres gaz. Le CH4, c'est le méthane, essentiellement produit par les bovins et nos rizières. Et vous comprenez bien que notre bœuf, il soit français ou argentin, ne change rien au problème. Il émet du méthane, qui va être 72 fois plus réchauffant que le CO2 sur 20 ans, et 25 fois plus réchauffant que le CO2 sur 100 ans. La chance qu'on a avec le méthane, c'est qu'il a un temps de vie qui est beaucoup plus court dans l'atmosphère que le CO2, ce qui veut dire que si on change vite de régime alimentaire, on a un effet très fort sur le réchauffement climatique. L'ADEME nous demande de diviser par à peu près 4, passer de 85 kg de viande à peu près 20 kg de viande par personne et par an. C'est ça la demande qui est faite pour respecter les accords de Paris, dont je vais vous parler. J'aurais aussi pu parler du dioxyde d'azote, essentiellement les engrais azotés qui sont faits avec du gaz russe, mais moins en ce moment, et qui sont beaucoup plus réchauffants que le CO2 sur des centaines d'années. Et j'aurais aussi pu rajouter les gaz réfrigérants, qui sont des milliers de fois plus réchauffants que le CO2 sur le siècle qui vient. Donc c'était pas forcément une bonne idée d'aller climatiser le désert pour y faire une Coupe du Monde cet hiver plutôt. Voilà. Et ce que nous dit le GIEC, c'est que en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va envoyer dans l'atmosphère, eh ben, il va y avoir des trajectoires de réchauffement climatique différentes. On est déjà à 1 degré de réchauffement, on s'est rendu compte cet été de ce que ça voulait dire en termes de risque. Ce que vous voyez en bleu, c'est le scénario, on respecterait 1,5, très optimiste. En bleu clair, 2 degrés, accord de Paris. En rouge, le scénario Donald Trump, président for life. Et on va exploiter tout le gaz de schiste jusqu'à plus soif. Et ce que vous voyez surtout, c'est que la zone qui est colorée autour de chaque ligne, c'est le degré d'incertitude. Et plus on rentre dans le haut des courbes, plus le degré d'incertitude est élevé. Vous allez me dire, il est bien long pour arriver à la culture, celui-là. Hein, mais j'y viens, je ne vous ai pas oublié. À 4 degrés de réchauffement climatique, on a un tiers des surfaces de la Terre qui sont plus habitables. A priori, pas cool. À 3 degrés de réchauffement climatique, le GIEC nous dit
Instabilité alimentaire partout dans le monde. C'est le scénario médian sur lequel on est parti, là, si on ne bouge pas plus vite. À 3 degrés de réchauffement climatique, toujours scénario médian, vous avez l'évolution des sécheresses en France d'ici 50 ans. On se plaint, on n'est pas encore en haut à droite, là, hein, sur l'été qu'on vient de traverser. Et même à 2 degrés de réchauffement climatique, vous avez des phénomènes d'inertie très forts. En rouge, ce sont les zones où je vous déconseille d'investir dans l'immobilier d'ici 2050, parce qu'elles seront submergées tout ou partie de l'année. Donc vous allez voir, Bordeaux va être une chouette station balnéaire, le Marais Poitevin, a priori, on va faire un peu moins de maraîchage. Il va falloir qu'on recule de 3 km le plan de ville d'Arcachon, c'est en cours, si vous vous inquiétez, rassurez-vous. Et puis la salle de musique actuelle qui s'appelle La Sirène à La Rochelle va très bien porter son nom. Vous allez pouvoir tracer une ligne droite qui va de Calais à Hambourg pour vous donner une petite idée de qui va être touché. Donc c'est pas loin dans le temps, c'est pas loin dans l'espace, c'est pas que au Pakistan, c'est chez nous, demain matin, sur nos générations. Quoi qu'il arrive, on va devoir s'adapter. Quoi qu'il arrive. Et plus on attend, plus on sera dans l'incertitude, c'est ce que nous disent les rapports. Ça va ? Non. Sur la compréhension, ça va, mais sur le moral, ouais, bah bienvenue dans mes baskets, les amis. L'énergie abondante, jusqu'à quand ? Eh bien, en fait, nos activités, elles dépendent d'énergie fossile, qui s'appellent fossiles parce qu'elles dépendent de vie ancienne. Le charbon, c'était des fougères il y a 150 à 200 millions d'années. Sous-entendu, le charbon est une énergie parfaitement renouvelable, il suffit d'avoir 200 millions d'années devant soi. Le pétrole, c'était du plancton, il y a 20 à 100 millions d'années pour faire court. Donc, sous-entendu, le pétrole est une énergie parfaitement renouvelable, il suffit d'avoir entre 20 et 100 millions d'années devant soi. Même chose pour le gaz. Donc bref, vous m'avez entendu, les stocks sont limités. Et a priori, plus vous buvez vite votre pinte de bière et plus vous arrivez vite au fond. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de refill. Depuis 2008, la production de pétrole conventionnel est en train de baisser. Okay, donc le pétrole qui est facile à aller chercher, celui qu'on voit dans There Will Be Blood, si vous avez vu le film, dont je prononce mal le titre. Donc si vous avez vu ce film, vous voyez que très rapidement, notre héros, il arrive à dégager du pétrole du sol. Ça, c'est le pétrole conventionnel. Il décline en production, on en produit de moins en moins depuis 2008. Et en ce moment, à l'heure où on se parle, les puits qui fonctionnent, ils déclinent de quasiment 10% par an. C'est dire la vitesse à laquelle ça va. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme Barack Obama, on va chercher du pétrole beaucoup plus sale en profondeur, sous les nappes phréatiques par exemple. Pétrole de schiste, sable bitumineux, etc., etc. Je vous conseille vivement un bouquin qui fait froid dans le dos qui s'appelle Fracture sur le sujet. Bref, on va chercher des puits qui sont de plus en plus difficiles à exploiter. Ça veut dire quoi de plus en plus difficile à exploiter ? Ça veut dire que vous mettez de plus en plus de barils de pétrole à aller chercher du pétrole. Il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher de l'énergie. Quand vous étiez au début du pétrole en Arabie Saoudite, avec un baril de pétrole, vous pouviez trouver 100 barils de pétrole. En dépensant l'énergie d'un baril, vous chopiez 100 barils à vendre. Aujourd'hui, sur les sables bitumineux, vous êtes plutôt à 1 baril pour 4 barils obtenus. Voilà à peu près la vitesse à laquelle ça décline. L'Arabie Saoudite, avec qui on est en train de faire plein de consensus sur notre diplomatie, de petits arrangements, nous annonce que d'ici 2027, le pic est annoncé. Ça veut dire qu'à partir de là, ça ne fait que se contracter. Et si on dézoome à l'échelle du monde, à partir de 2030, gaz et pétrole, tout confondu, ça décline. Et comme je vous le disais, ce ne serait pas une bonne idée de continuer à aller exploiter les autres puits qui sont à disposition. En tout cas, le GIEC nous dit que ça va mal finir. Vous avez vu les graphiques précédents. Donc je vous fais un résumé joyeux de tout ce qu'on vient de se dire. L'ensemble de nos activités sont contraintes par un truc qui s'appelle la double contrainte carbone. Double contrainte carbone parce que d'un côté, nous dépendons d'énergie fossile qui se raréfie. Sous-entendu, la transition va se faire, de gré ou de force, subie ou organisée. J'ai une préférence pour la deuxième solution. Et d'autre part, nous consommons des énergies fossiles qui réchauffent le climat. C'est clair ? Si déjà ça c'est clair, je suis content. On sort sur les mêmes bases, on peut discuter de tout après, au moins quand on a conscience de ça, on peut discuter des solutions. Donc voilà, nous sommes soumis à cette double contrainte carbone. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais ça va, d'accord ?
On a signé les accords de Paris. Hein, ils ont pleuré. Vous vous rendez compte? On a fait pleurer des socialistes. Alors, bon, qu'est-ce que nous demandent les accords de Paris? Les accords de Paris, c'est 3000 milliards de tonnes dans l'atmosphère maximum d'ici 2100. Je répète, le processus est cumulatif. On n'a pas de bol, on a été un peu gourmand jusque-là. Je vous laisse en parler avec vos parents. 2250 milliards de tonnes de CO2 ont déjà été émises. Donc, on a une limite. Elle est fixée, 3000. 3000 gigatonnes, il ne faut pas les dépasser. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en moyenne, aujourd'hui, un Français, il est à quasiment, alors aujourd'hui c'est plutôt 10 tonnes, il est à 10 tonnes à peu près d'empreinte carbone moyenne, et il faudrait qu'il passe à 2 tonnes. Le trait du bas. Ça veut dire que dans les mobilités, les logements, les biens et services, l'alimentation, les services et investissements publics, il va falloir faire du découpage. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais la Chine, oui mais l'Inde, oui. Je vous propose de garder ça pour les questions-réponses. La Chine et l'Inde, c'est nous. C'est notre demande industrielle. À part Éric Zemmour, j'ai jamais entendu quelqu'un dire une bêtise aussi grosse. Comme ça, vous me situez politiquement, c'est clair. Donc voilà. Vous voyez à peu près l'effort à faire. Pareil, ici, on est à 10 tonnes de CO2. Il va falloir faire des choix à l'intérieur de ça, réorganiser tout ça. Je vous propose une équation pour bien comprendre les facteurs du problème. Elle s'appelle l'équation de Kaya. Il en met du temps à arriver à la culture. Pénible, hein? Bon. Je vous propose de commencer par dire que les gaz à effet de serre sont égaux à eux-mêmes. Sont égaux, du coup. C'est mieux. Sont égaux à eux-mêmes. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, ça va. La Terre est ronde? Ok, ça, je vérifie. Donc, je vous propose de faire un petit geste simple. On divise par l'énergie, on multiplie par l'énergie. Les gaz à effet de serre sont toujours égaux à eux-mêmes? Ok, ça va. On divise par le PIB, on multiplie par le PIB. C'est bon? Ça va pour vous? On divise par la population, on multiplie par la population. Ça va pour vous? Vous avez donc les gaz à effet de serre qu'on émet par quantité d'énergie produite, l'énergie produite par le PIB, c'est-à-dire l'efficacité des machines, le PIB par population, c'est-à-dire le niveau de vie moyen, et la démographie. Maintenant, notre objectif à échelle mondiale, c'est de diviser, je vous affiche les termes, c'est de diviser les gaz à effet de serre par 3, à échelle mondiale, plutôt 4 ou 5 que vous avez vu en France. Qui est partisan de régler le problème en divisant la population mondiale par 3? Ah, il y a 3 mercenaires dans la... Ok. Bon, ben ne les armez pas, ceux-là, d'accord? Soyez prudents. A priori, ce que nous disent les démographes, c'est qu'on est plutôt parti sur 30% d'augmentation. Donc il va falloir faire une division par 4 sur le reste des facteurs. Le reste des facteurs, c'est notre mix énergétique, l'efficacité des machines et toujours le niveau de vie, la consommation moyenne par personne. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, ce sont les termes du problème. Alors, vous pouvez faire comme on entend en ce moment et dire il va falloir de la sobriété volontaire à chaque fois qu'il y a un coup dur. Puisque vous avez compris que les autres termes vont bouger quoi qu'il arrive. Hein, c'est ce que je vous ai montré dans les graphiques sur la raréfaction et sur le climat. Les autres termes vont bouger. Donc la question, c'est comment on arrive à la division. C'est ça la question. L'efficacité, c'est très simple. En gros, vous demandez à votre producteur de cafetière d'être plus efficace. Okay. Voilà. Ma cafetière, je veux qu'elle fonctionne avec... je me fais le même café, sauf qu'elle consomme moins d'énergie. On a déjà gagné à peu près 30% d'efficacité ces 40 dernières années sur l'ensemble de notre parc de machines. Pourquoi pas essayer, espérer encore, gagner 30 à 40% d'efficacité? Pourquoi pas? Le choix de l'énergie, bah, vous avez remarqué avec l'hiver qui nous arrive dessus, ça s'organise. Ou ça se subit. Là, on a choisi la deuxième option, donc on va subir. Donc on est tous catastrophés, on est en train de fermer des établissements publics et culturels 2 ou 3 jours par semaine, etc. Donc, on a décidé de gérer la raréfaction des ressources par la raréfaction des métiers. Donc je dis souvent à mes étudiants, si je ne vous forme pas à tout ça, je vous forme au chômage partiel. C'est ça qu'on fait. Hein. En ce moment, à la scène nationale de Mulhouse, pour donner un exemple sans les citer, ils sont en train de fermer l'établissement 3 jours par semaine parce que leur facture de gaz et de fuel a augmenté de 500 000 €. Voilà. Donc l'efficacité, je demande directement aux producteurs de se démerder. Alors, notre président a parlé de sobriété volontaire.
C'est possible, hein, on choisit du coup de boire un peu moins de café avec notre cafetière. Possible. Ça, c'est volontaire. Par contre, je ne sais pas ce que c'est la sobriété involontaire. La sobriété involontaire, pour moi, ça s'appelle la pauvreté. Donc, a priori, la sobriété, c'est forcément volontaire. Donc, a priori, ça voudrait dire travailler sur une organisation qui fait que, par exemple, la cafetière, elle est divisée entre 2 foyers, par exemple. Je ne sais pas. On consomme moins de café parce qu'on en a moins besoin, par exemple. Bref, vous avez compris les termes du problème, donc a priori, on sait ce sur quoi on va travailler. Et j'insiste sur le fait que 2% de croissance par an, ça consiste à multiplier par 2 le terme PIB par population, donc il faudrait diviser par 10 le reste. Donc Bruno Le Maire n'est pas très réaliste. Vous savez toujours pas pour qui je vote, hein, c'est pas facile. Hein. Mais je vous le dirai pas, sinon je suis foutu. Non, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe, bon, déjà mon vote appartient à personne comme le vôtre, mais surtout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'on organise tout ça, que c'est pas un sujet de gauche, de droite, de centre, d'écolo, faut l'organiser quoi. Donc il faut un plan, il faut faire un truc. C'est ça le but du plan de transformation de l'économie française, et je vous ai mis le lien, j'enverrai les slides à la fin à Valérie et à Diane. Je vais beaucoup parler du CO2, mais le CO2 est juste un moyen de vous sensibiliser à la quantité d'énergie qu'on utilise dans un monde qui dépend du gaz, du pétrole et du charbon. Ça ne vous empêche pas de devoir questionner en premier la finalité de ce que vous êtes en train de développer. Et a priori, on n'a pas les métaux pour faire 1,2 milliard de voitures électriques. Vous m'avez compris, un bulldozer bas carbone, ça reste un bulldozer. Sous-entendu, le CO2 n'est pas le cœur du problème. C'est un bon thermomètre du problème. Ah bah voilà. Donc la culture dans tout ça. Quel impact? Quelle dépendance? Vous avez un prisme de lecture qui est souvent employé par les acteurs culturels, surtout quand ils ont envie de se défausser. M'en voulez pas, je suis acteur culturel aussi. Qui est de dire oh là là, mais la culture c'est une toute petite partie du problème, on va pas se prendre la tête. Donc quand on a commencé à faire le rapport avec le chiffre, donc je le redis, hein, le but du rapport c'est d'imaginer dans la culture comment on fait pour respecter les accords de Paris. Pas facile, hein, vous allez voir, sportif. Déjà quand on a posé la question, ah mais non mais la culture vous plaisantez, hein, c'est rien. Pas du tout un sujet dans tout ça. Alors là vraiment on est censé faire l'alimentation, les transports, le numérique, il y a plein de trucs à s'occuper avant la culture. Hein. Ça me rappelle un peu le mode de défense de ah bah non les jets privés c'est vraiment, alors là, que dalle. Hein. Bon, je vais insister sur un truc, c'est que grâce à Descartes, on a appris à diviser le monde en plein de petits morceaux, mais que dans les faits, ça marche pas bien. Dans les faits, ça marche pas bien parce que la masse de votre cerveau, c'est 3 ou 4% de votre poids, mais si je l'enlève, le reste, voilà. À mon avis, bon, il y en a qui voulaient réduire la population tout à l'heure, peut-être que ça leur plairait, mais enfin, a priori, non, du coup. La culture, c'est que 2,3% du PIB, c'est à peu près la même chose à échelle européenne. Mais, et le reste? Le tourisme, c'est 8% du PIB. Il reste quoi du tourisme sans patrimoine culturel? À Avignon, 60% du chiffre d'affaires des hôteliers et de restaurateurs, c'est le festival. Il reste quoi si on enlève la culture? Le numérique, c'est 5,5% du PIB. Il reste quoi du numérique si on enlève la culture? Je peux vous le dire, la pornographie. Et encore, ça fait partie des codes NAF supervisés par le ministre de la Culture, c'est de la production et de l'édition audiovisuelle. Donc a priori, quand on comprend ça, quand on comprend les interactions, on comprend que la culture, c'est pas 2% du problème. Si on regarde de quoi la culture est le client final, on arrive plutôt à un truc entre 10 et 30%. Alors on peut débattre, mais c'est important. C'est ça que je veux dire. Et puis surtout, ce qui m'intéresse dans ces graphiques, c'est que sur les 600 ou 700 000 personnes qui travaillent en France dans la culture, bah, les 2 tiers, ils sont en contrat court, en intermittent, en CDD. Ça veut dire que si demain, il y a des gifles, soit on les met au chômage partiel, soit on les met au chômage tout court. Donc quel est le coût social de ne pas s'occuper de ça dans la culture? Ben, on a une idée avec ce qui se passe à la filature à Mulhouse. Ça, c'est la représentation classique, donc la culture en fait pas partie, il faut s'occuper de l'agriculture, tout ça, tout ça, tout ça. Pareil à échelle individuelle, bah non, regardez, la culture, c'est dans culture et loisirs, là, quelque part, 300 kilos par an, ça va, franchement, arrêtez. Bon, je vous propose de regarder dans le détail. Ça sous-entend que dans la culture, personne ne mange. Ah bah, c'est le sous-entendu. Bon, sauf si vous discutez 5 minutes avec les techniciens de mon équipe, mais par ça, personne ne mange dans la culture. Non, a priori, on mange dans la culture. Et sur les grands festivals, par exemple, on forme carrément la demande agricole locale. Vous allez aux Vieilles Charrues, il y a 2300 tonnes de CO2 émises chaque année juste pour la bouffe.
Alors 2300 tonnes de CO2, c'est à peu près 2000 allers-retours Paris-New York en avion. C'est moins en jet privé, pour se donner des ordres de grandeur. Et on voit que même si les vieilles charrues servent pas que du bœuf, très loin de là, vous savez que le lobby porcin est très actif au sein des vieilles charrues. On aime beaucoup la galette saucisse aux vieilles charrues. Donc, c'est quand même 80% des émissions à cause du méthane beaucoup plus réchauffant que le CO2 dont je vous parlais tout à l'heure. On n'a pas besoin de toi dans la culture. TOIT. Le reste, je vous souhaite que la culture ait besoin de toi. À part, évidemment, les milliers de bâtiments labellisés, comme celui dans lequel on est en train de se parler, par exemple. Donc, c'est un bilan carbone anonymisé. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire que c'est la scène nationale de Mulhouse. Mais ce que vous voyez à droite, c'est que l'énergie consommée, c'est à peu près la moitié du bilan carbone parce que la salle se chauffe au gaz et au fioul. Dans le rapport, en novembre 2021, on n'en était clairement pas là en termes de tension entre l'Ukraine et la Russie, mais on avait écrit « Imaginons le secteur en 2050 ». Et dans « Imaginons le secteur en 2050 », du spectacle vivant, on avait écrit à cause de tensions croissantes entre l'Ukraine et la Russie, des ruptures d'approvisionnement sur le gaz ont forcé les bâtiments publics à opérer une transition rapide et une rénovation thermique de leurs bâtiments et des changements des systèmes de chaudière. En novembre 21, on avait dit ça. Alors c'est pas pour être fier, parce que franchement, j'aurais préféré qu'on ait tort. Le seul truc, c'est que le paragraphe a été surligné en rouge et distribué à tous les employés de la filature par la chargée de RSE qui démissionne et qui ne sera pas remplacée puisque le budget de l'établissement vient d'augmenter de 500 000 €. Si ça s'appelle pas le serpent qui se mord la queue. Oh, je vous présente, parce que je l'ai visité il n'y a pas longtemps, c'était formidable, l'Opéra de Dijon. L'Opéra de Dijon qui a été pensé pour ressembler à un piano vu du ciel. Moi, je ne suis pas convaincu du résultat, mais je reconnais la tentative. Ce qui est vraiment dommage sur ce bâtiment-là à gauche, c'est que toute l'aile que vous voyez à partir du bout de toit végétalisé là, si en bas, si un peu de, voilà, jusqu'au bout, eh ben ça ne sert à rien. Mais rien. Il n'y a pas d'usage du bâtiment. Mais par contre, c'est pour que ça ressemble à un piano, vous savez, vu du ciel. Alors c'est dommage parce que les Dijonnais qui eux vivent sur Terre ne le voient pas ça. Par contre, la municipalité voit la facture de gaz. Donc ça, par exemple, c'est une aberration. Donc évidemment, ça oblige à tout chauffer parce que sinon, bah, vous avez froid partout ailleurs. Alors voilà, ça fait partie des bonnes décisions qu'on aurait pu éviter. Ou alors, il faut vite mutualiser cet espace avec d'autres associations, d'autres bureaux, d'autres personnes de la ville, etc. Dans la culture, personne n'a besoin de se déplacer. Hein, ça se fait tout seul. Bah, c'est pas faux parce que moi, quand je regardais les bilans carbone des grands festivals, les artistes, ils apparaissaient jamais dans le bilan carbone. Non, ils se téléportaient à Wheel of Green, directement. Donc l'innovation va beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Hein. À mon avis, on va réussir par l'efficacité énergétique. Donc non, la culture et les loisirs, c'est la troisième cause de mobilité des Français. Alors je suis un petit peu vache là-dessus parce que dans culture et loisirs, il y a autant aller voir des trucs et des machins au théâtre que aller applaudir Kylian Mbappé au Parc des Princes, ce qui est 2 fois mauvais pour le climat, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Donc vous voyez bien que c'est un peu large, mais on peut se dire qu'on partage à peu près la moitié des usages avec le reste des loisirs. Donc c'est vous dire que c'est significatif. En gros, les Français, ils prennent la voiture pour 3 trucs. Aller au boulot, enfin, jusqu'au Covid, ils faisaient ça. Aller acheter des machins et aller voir des trucs. Bon, bah, voir des trucs, c'est nous. Voilà. Et c'est à peu près 20% les 3, hein, c'est vraiment significatif. Ça, c'est le bilan carbone d'un festival comme les Vieilles Charrues. Alors, vous allez voir, je dis tout le temps un festival, un événement, un truc comme. Parce que j'ai pas le droit de dire c'est eux, parce que j'ai pas fait leur bilan carbone. Mais j'ai pris toutes les données disponibles sur Internet pour faire un bilan carbone d'un événement comme celui des Vieilles Charrues. Vous avez compris? Donc par exemple sur l'alimentation, tout à l'heure, les Vieilles Charrues, ils adorent mettre sur Internet le nombre de kilomètres de saucisses qu'ils vendent par événement. Moi, je connais la taille moyenne d'une saucisse, donc je prends le nombre de kilomètres, je divise par la taille moyenne et j'ai le nombre de repas. Vous avez, enfin voilà. Ah, on s'amuse, hein. Alors sur les transports des festivaliers, vous voyez ici en fait le bilan carbone d'un grand événement type Vieille Charrue en un week-end, c'est 16 000 tonnes équivalent CO2. J'ai pas tout compté dedans parce que j'avais pas le temps, mais en gros 16 000 tonnes équivalent CO2, ça veut dire à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, ben ouais, 1500 foyers français, enfin 1500 Français en empreinte moyenne sur l'année, en 2 jours.
On peut le faire. Là, ce que je vais vous proposer ensemble, c'est d'aller zoomer sur l'impact du transport des festivaliers. On va zoomer sur transport des festivaliers et vous vous rendez compte qu'il y a 3% de festivaliers qui prennent l'avion qui font les émissions en bleu clair. Donc, je le redis, les 3% de festivaliers qui prennent l'avion pour aller au Vieilles-Charrues, ils font 60% des émissions des transports de festivaliers. On les félicite? Bravo à eux. Et quand on regarde le bilan carbone de la scène nationale de Mulhouse, vous voyez que les déplacements arrivent en deuxième, et dans la plupart des CDN ou des scènes nationales, clairement, c'est le premier poste. C'est juste que le bâtiment de la filature est vraiment gros, mais d'habitude, c'est plutôt le premier poste. Et le numérique? Alors, où est la culture? On a compilé des données. Eh ben, Netflix et le reste de la VOD, c'est 15% de la bande passante d'Internet. En gros, ça, c'est la répartition. Si vous consommez 100 gigas sur Internet, à quoi ils servent? C'est ça. Donc, vous avez 30% pour l'audiovisuel, Netflix et le reste de la VOD. Vous avez à peu près 10% pour PlayStation, Xbox, Twitch. Alors, Twitch, ça n'est pas que du jeu vidéo, mais c'est quasiment que de la culture, parce que c'est des médias et de la presse, essentiellement. YouTube, Vimeo et compagnie, c'est à peu près 10%. Et vous savez que YouTube est le premier site d'écoute musicale des Français. Les Français adorent écouter des clips en 4K. C'est trop bien. Voilà, vraiment, le son est... Voilà. Et vous avez le streaming musical à 0,5%. Vous avez la pornographie, que personne n'a jamais regardé ici, même si ça occupe un quart de la bande passante. Et vous avez autres. Alors dans autres, il faudrait savoir. Donc autres, c'est le reste d'Internet. Hein, c'est vos mails, c'est Wikipédia, c'est tous les sites d'actu que vous consultez, etc., etc. Et on aimerait bien savoir, là-dedans, la place occupée par les acteurs culturels sur les réseaux sociaux, qui doit être entre 5 et 10% du bazar, mais on n'a pas les chiffres parce que c'est les GAFAM qui les ont. Et en général, ils aiment bien garder les chiffres pour eux, comme nos données personnelles. Je vous donne mon compte Instagram à la fin, bien sûr. C'est pas une blague. Donc, si les contraintes énergétiques nous imposent de changer nos transports, nos mobilités, nos bâtiments, notre industrie, notre consommation énergétique, le numérique, il faut changer quoi? Il faut changer quoi? Vous savez lire? C'est marqué en bas, hein. Faites un effort parce que faut changer. Il y a quelqu'un qui a osé le dire. Tout, et donc la culture. Merci aux courageux, franchement c'est sympa. Hein. On avait promis un niveau d'interaction au début, vous vous souvenez, on avait fait un pacte, vous aviez répondu en hochant la tête. Donc, voilà. Bon, quel risque on associe à la culture? Bah, du coup, ce que je viens de vous dire, la culture est donc soumise à la double contrainte carbone et aux crises sanitaires, ça je crois qu'on est tous au courant maintenant, ça va? C'est bon? Et les deux sont liés. Donc ça c'est un petit musée parisien. Dans ce petit musée parisien, le bilan carbone estimé selon le responsable de la RSE, c'est 4 millions de tonnes équivalent CO2 par an. C'est beaucoup. C'est 2 millions d'allers-retours Paris-New York en avion. Et c'est pas tout à fait faux, parce que les visiteurs sont essentiellement des gens qui viennent en avion de Chine et des États-Unis. Alors vous me direz, ils visitent pas que le Louvre, et ils visitent d'autres trucs, c'est pas juste de leur mettre tout le bilan carbone. Ok, mais j'ai pris les chiffres du Louvre. Là, pour le coup, c'est le bilan carbone du Louvre que je vous cite. En fait, c'est intéressant parce que c'est le bilan carbone le plus élevé parmi les établissements publics. Et le Louvre est l'établissement qui a reçu le plus de subventions pour faire face à la crise Covid. Parce que le bilan carbone compte votre dépendance à des flux lointains. Plus vous êtes dépendant de flux lointains, plus votre bilan carbone est élevé, plus il y a un risque sanitaire, plus votre bilan budgétaire est catastrophique. Ça tient très bien la route sur tous les événements qu'on a regardés. Il y en a qui froncent les sourcils, mais on pourra en parler aux questions-réponses. Du coup, je vous propose de les caractériser comme ça, ces risques. L'accélération des flux physiques et la dépendance accrue au lointain. Ça, c'est l'évolution de la fréquentation des Vieilles-Charrues de 1996 à 2019. J'ai des souvenirs assez lointains de prépa, mais ça ressemble un peu à une exponentielle. Ça, c'est le Hellfest. Je vous ai mis où était le monde d'après à chaque fois, parce que je suis sympa. Ça vous permet de situer le moment où on fait des efforts. Voilà, ça, je suis un peu taquin, donc j'ai mis Wheel of Green aussi. Oui, mais le bilan par festivalier, il a baissé. Non. Le bilan moyen, il a augmenté.
Et par ailleurs, on n'est pas un secteur très bon à mesurer les risques qu'on encourt, parce que je suis désolé de vous dire, mais à part mes étudiants, quasiment personne n'a reçu une formation RSE sur le sujet dans la culture. Mes étudiants très motivés ont mené une enquête auprès de 200 étudiants et professionnels il y a 2 ans. Ils la remettent à jour cette année, je vous dirais. Peut-être du progrès. On vise les 89% cette année. La réponse à « Est-ce que vous avez reçu une formation aux enjeux RSE ?» Tout confondu, hein. Responsabilité sociale et sociétale des entreprises ou des organisations, si vous préférez. La réponse est non, à 93%. Donc ça, c'est la parité homme-femme, l'accès, la démocratisation, l'environnement, tout. Donc du coup, vous leur demandez alors, est-ce que vous pensez que le tri des déchets a un impact massif sur votre bilan carbone? Il dit bah ouais, carrément. Donc c'est 0,5 à 1% du bilan carbone des grandes structures culturelles. Et c'est généralement entre 0 et 1%. Donc du coup, vous avez des festivals qui passent 20 ans à régler un problème qui n'a rien à voir avec le climat et qui vous disent on est un festival vert. Donc ça fait des dégâts de ne pas être formé. Donc comment on la transforme? Je vous propose un premier truc. Salut, on passe du temps ensemble. Mais je pense que ça ne peut pas être que moi. Donc a priori, il faut former des formateurs pour que ça se répande dans le secteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que si on ne forme pas des formateurs et que si on ne se retrouve pas avec ces formations sur ces enjeux-là dans toutes les écoles du supérieur culturel, ça va être très compliqué après de mener des politiques publiques. Je vous donne un exemple. Vous êtes la région Île-de-France. Vous créez un éco-bonus pour les tournages. Mais qui vérifie que le tournage il est écolo? Qu'on n'est pas juste en train de subventionner de l'achat de véhicules électriques et du tri des déchets. Qui vérifie que le tournage il se met en accord avec les accords de Paris? Je peux vous répondre, c'est un salarié à l'ADEME. Question, est-ce qu'on va mettre un salarié de l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, est-ce qu'on va mettre un salarié de l'ADEME derrière chaque salarié de la culture? Ça paraît ambitieux. En tout cas, c'est créateur d'emplois. Donc, si on pouvait évidemment former tout le monde, on gagnerait du temps, ce serait plus simple parce que les producteurs, les techniciens, les artistes comprendraient ce qu'on leur demande, parce que les subventionneurs pourraient vérifier que les dépenses réalisées vont dans le bon sens, etc., etc. Et de là, on pourra imaginer des politiques publiques. Alors, comme vous êtes très curieux, je le sens, vous allez me demander, oui, mais lesquelles? Non, vous n'êtes pas très curieux. Du coup, on propose plusieurs dynamiques de mise en œuvre, qui sont celles-ci. La première, c'est de relocaliser les activités. Je vais passer vite dessus, mais je vous donne des exemples après, si ça vous va. Relocaliser les activités, ralentir. Oh, il a dit ralentir. C'est un décroissant. Catastrophe. Vous avez vu ce qui se passe avec de la croissance tout à l'heure. Bon, voilà. Réduire les échelles. Oh, les vieilles charrues. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, les vieilles charrues vont pas exister dans 10 ans quand il n'y aura plus de pétrole. Donc, mieux vaut les aider à faire autre chose que 300 000 personnes au milieu de nulle part dans un endroit qui n'est pas desservi par les transports en commun. On pourrait se diviser en plus d'événements qui font sur plus de territoires. Faire tourner Céline Dion plus longtemps. Parce que quand même, quel dommage. Bon. Renoncer à certaines pratiques et opportunités technologiques carbonées, comme la réalité virtuelle à tout crin, par exemple. On peut en parler après si vous voulez. Et éco-concevoir des œuvres. Alors, on a mis intégrer les enjeux de mobilité, mais en vrai, c'est déjà dans tout le reste. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'a mis. On est bavard. Un petit peu. Voilà, je vous donne quelques exemples. Relocaliser, par exemple, ça c'est le Théâtre National de la Colline, qui avait décidé, parce que l'énergie était abondante et pas chère, de mettre ses entrepôts de stockage à 1h30 de route de Paris, c'est-à-dire en Normandie, chez vous, parce que le mètre carré était moins cher. Sauf que l'impact du fret, c'est les kilomètres parcourus, les masses déplacées, le nombre de véhicules sur les routes. Donc c'est pas fou pour le climat. Donc ils ont décidé de tout relocaliser dans le Grand Paris, qui n'est pas si grand, hein, dizaines de kilomètres. Donc du coup, ça a très 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 grandement fait baisser les émissions de CO2 associées à ça. Ça, c'est une très bonne décision pour le coup. Qu'est-ce que ça a changé à l'emploi? Pas grand-chose. Je vous propose un autre exemple radical de relocalisation. Je déclare les conflits d'intérêts, je suis au bureau de cette compagnie, dont je n'aime pas le travail artistique. Ils n'aiment pas mon travail artistique non plus, mais on a un amour et un respect réciproque pour ce qu'on fait dans notre manière de travailler. Voilà. Et Jérôme Bell, qui est un chorégraphe reconnu à l'international depuis quelques années, a décidé, j'ai beau être reconnu à l'international, je ne suis pas en paix avec ma conscience, je vois ce qui se passe, je ne veux plus prendre l'avion. Jamais. Donc, il propose la chose suivante. Il crée un spectacle en France, il filme la fin des répétitions, il filme la première représentation, il envoie le petit livret numérique
à un metteur en scène ou un chorégraphe ou une chorégraphe qui trouve aux États-Unis. Le spectacle tourne en Europe en train, le spectacle tourne aux États-Unis en train. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de la compagnie, 99,7%. Solide. Voilà. Ça, c'est une décision forte. Et je lui ai dit, waouh, c'est révolutionnaire, incroyable et tout. Il m'a dit, pas du tout. Toi, tu as joué dans du John Steinbeck, t'as jamais vu Steinbeck? Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, il disait, non, moi, je suis jaloux des méthodes que vous avez dans le théâtre de pouvoir diffuser les œuvres sans avoir à faire des déplacements physiques. Bon, on l'a oublié depuis dans le théâtre, mais il n'empêche. C'est ça la base de sa réflexion. Donc, radicale, mais très intéressante. Relocaliser, comme le théâtre de l'Aquarium est en train de le faire, je suis désolé, je cite plein d'exemples parisiens parce que je suis parisien. Donc vous imaginez la douleur quand Mbappé raconte n'importe quoi comme ça. Bref. Donc, le théâtre de l'Aquarium, pour le coup, a créé là une ressourcerie en interne avec un emploi purement dédié à ça, et ça va aider toutes les compagnies à éco-concevoir les décors avec des matériaux de récup. Donc, c'est pas possible de diviser un facteur par 0, mais vous avez compris que les émissions de CO2 liées à l'achat de décors, bah, elles sont nulles maintenant. On trouve quasiment tout sur place. Si en plus on fait tout le reste avec de l'occasion, c'est encore mieux. Et en plus, ça a créé de l'emploi. La région Île-de-France soutient. Toutes les compagnies qui passent apprennent. Bref, ça c'est un outil intéressant. Alors ça existe depuis longtemps en vrai à la Cartoucherie, l'endroit où se trouve le théâtre, parce que Ariane Nouchkine a toujours eu une énorme ressourcerie à disposition. Elle l'utilisait que pour ses propres spectacles, mais voilà, c'est un exemple. Toujours en relocalisation. Oh, c'est nous, c'est ma compagnie. Nous, ce qu'on fait à la Poursuite du Bleu, c'est que quand vous sortez de la salle de spectacle, ému j'espère, si tout va bien, vous partez avec une petite coupure. C'est une monnaie locale qu'on fabrique avec la compagnie. Et quand vous venez nous voir, vous ressortez, cette monnaie locale, elle vaut de l'argent chez des commerçants qui vendent du bio, du vrac, du local, sur Paris et proche Paris. Et quand on va à Avignon, ben on le refait à Avignon, parce qu'on reste un mois, donc on a le temps de le développer. Alors c'est trop bien parce que les gens parlent de nous en disant « Ah ouais, c'est le spectacle qui donne la monnaie locale ». Du coup, ça attire les curiosités. Les commerçants, ils sont trop contents parce qu'on leur amène du monde. Et eux, en échange, ils offrent des promotions aux gens qu'on leur amène. Ça s'appelle créer de la valeur avec un bout de papier. Mais vous connaissez déjà, vous avez une carte de fidélité dans un magasin sûrement. On a juste fait la même chose. Donc voilà, ça c'est un dispositif qu'on met en place qui permet de pousser des comportements un peu plus vertueux et des rencontres un peu plus sympas qu'avec la caisse automatique de Monoprix, qui est une rencontre assez froide dans l'ensemble. Ralentir, comme ce qui se passe à la Maison des Métallos, où les artistes ont obligation, c'est un théâtre municipal, donc subventionné pour ça, obligation de créer du lien, mais pas des spectacles. Ils ont obligation, quand ils viennent travailler en résidence pendant un mois, de travailler avec les assos locales, mais n'ont aucune obligation de montrer des spectacles. Qu'est-ce que la démocratisation culturelle y a perdu? Ben, je ne suis pas sûr que ce soit grand-chose. Surtout quand en plus vous touchez plus de monde avec les assos locales qu'avec un spectacle qui fait 3 ou 4 dates. Donc voilà, c'est une vraie réflexion de fond, de ralentissement qui est en train de se mettre en place. Ralentir aussi, comme le propose la compagnie de musique Organic Orchestra, qui pour le coup, alors ils ont une démarche très très poussée, puisque en gros, leur spectacle consomme 1 kWh, l'équivalent de votre four pendant 1 heure à peu près. Il est alimenté par des batteries de vélo qui se rechargent pendant qu'ils pédalent pour aller au lieu de représentation. Et le spectacle ne tourne que à vélo. Alors, je mens un tout petit peu. Ils utilisent du pétrole pour se rendre dans un département dans lequel ils ont vendu au moins 10 dates, et ensuite ils tournent à vélo uniquement dans le département. Ça, c'est une méthode de ralentissement qui est très intéressante aussi. Il y a plein de festivals. Je vérifie si vous êtes réveillés. Non, pas trop. C'est dur, hein, le climat. C'est pas... J'aurais pas dû commencer par là. J'aurais dû vous mettre le climat à la fin. Vous aurez rien compris à ce que... Non, donc j'aurais pas fait ça. Il y a plein de festivals qui utilisent de plus en plus ce qu'on appelle la cyclogistique ou la vélogistique pour transporter leur décor, leur matériel, etc., etc., avec des émissions qui sont nulles. Et il y a un travail formidable qui est fait dans l'éco-conception dans plein d'endroits. Le festival d'Aix, d'art lyrique, est très en avance là-dessus parce qu'ils ont compris que en divisant l'impact du fret, ils gagnaient des dizaines de milliers d'euros par production pour le transport des décors. Donc quand on vous dit la transition ça coûte cher, eh ben répondez ça dépend. Parce que ça dépend. C'est toujours vrai. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que l'éco-conception, je veux garder un peu de temps d'échange, mais j'avance. Je fais la même chose à la Poursuite du Bleu, mais je veux vous rassurer pour vous dire que je ne fais pas tout bien. Et que j'ai appris en faisant des conneries. Donc il y a 3 ans, avec ma scénographe, on a dit ouais, sur notre deuxième spectacle, on parle d'écologie, on veut y aller à fond. Donc on va faire un truc, on va faire tout éco-conçu. On s'est dit ok, on n'achète rien de neuf,
et on fait que des matériaux biosourcés. On s'est retrouvé avec une magnifique Céno en bois de récup qui pesait 10 tonnes, qui ne rentrait que dans un semi-remorque. Et alors on a été assez radical, on a abandonné les 3 dates de tournée qu'on avait vendues. Mais c'est vous dire que on en a beaucoup parlé, ça a été un vrai sujet de discussion, et qu'on s'est planté. Du coup, sur le spectacle d'après, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, on s'oblige pas forcément à faire que de la récup. Il s'avère que ma scénographe étant très entêtée, elle a fait que de la récup. On a fait que de la récup. Les cadres que vous voyez là, ils font 3 mètres de haut. Mais en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est se dire, OK, peu importe la taille, le nombre d'accessoires, le volume, etc., il faut que ce soit, le plus léger possible. Premier objectif. 2, que ça rentre dans le plus petit véhicule utilitaire possible. Si vous comparez les bilans des kilomètres parcourus entre les 2 spectacles, c'est une division par 10. C'est vraiment monumental. On est passé de 20 kg de CO2 au kilomètre quasiment, 2 kg de CO2 au kilomètre à 200 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est vraiment un gros changement. Et ça, pour le coup, c'est parce qu'on l'a pensé en amont. Donc ce que vous voyez là, ça se dévisse, ça se démonte, on enroule les tissus, les cadres ils superposent et ça rentre dans un gros kangou en gros. Donc voilà, ça c'est un gros levier de réduction des émissions, pour le coup. Et puisqu'on a parlé du renoncement tout à l'heure, il y a plein de choses auxquelles il faudrait renoncer. On pourra parler de l'impact du numérique dans les questions-réponses si vous voulez. Mais typiquement, le streaming des œuvres de spectacle vivant, je ne suis pas sûr que ce soit une idée absolument brillante. En tout cas, en termes de consommation énergétique, généralement, ce qui se passe, c'est que c'est le Covid, vite, il faut trouver des moyens de diffusion, on utilise le streaming. On investit des dizaines de milliers d'euros pour équiper les salles en caméra à 360, etc. Oh mince, le Covid, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel qu'on a acheté? Et donc là, vous vous retrouvez avec des salles qui font la diffusion en physique, plus la diffusion en numérique. Quel est le report modal du truc? À quelle heure on a réduit les consommations énergétiques avec ça? On n'a fait que ajouter des besoins énergétiques à ceux qu'on avait déjà. C'est généralement ce qui se passe avec le numérique, mais on pourra en parler après. Donc, le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon a dit, nous, le spectacle vivant, c'est du spectacle vivant. Donc, les gens, ils doivent venir dans la salle. On est le Centre dramatique national qui a pour mission l'innovation en France. C'est pas grave, on le fera dans la salle. Pas de streaming. Ils se le sont interdits. Et ça me paraît être une très bonne décision. Et j'aurais pu aussi vous parler du Circus Festival, où je vais vous en parler, qui a renoncé totalement à l'avion pour la venue de ses spectateurs et de ses artistes. Tout le monde vient en train, ou ne vient pas. C'est possible parce que la jauge est cohérente avec le territoire, et que du coup, ils ne sont pas obligés de faire venir des têtes d'affiche pour avoir des dizaines de milliers de personnes qui viennent, etc., etc. Vous avez compris, mais c'est pour ça qu'on propose de réduire les échelles aussi. Alors, dans le rapport, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé plein de temps au téléphone pour, en gros, vous sortir les graphes de CO2 que vous avez vus tout à l'heure sur les festivals, etc. Mais le rapport fait 200 pages, donc je ne peux pas le synthétiser là. Mais ce qu'on a essayé de faire à chaque fois, c'est de dire, en gros, c'est pas obligé que ça vous coûte de l'argent la transformation. Donc on a essayé de séparer nos propositions. Une fois qu'on a fait les bilans carbone, qu'on a bien posé le problème, c'est plus facile de le résoudre. C'est ça l'idée. Donc du coup, une fois qu'on a fait une fois qu'on a posé le problème, on fait des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on nous dit la transition ça coûte cher, on dit ça dépend. Il y a des mesures qui sont à peu près transparentes. Alors quand je dis mesures transparentes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple végétaliser votre alimentation. Végétaliser votre alimentation ou réduire très grandement la part de viande, je suis désolé aux fans de charcuterie, je m'excuse auprès de vous, mais réduire très grandement la part de viande, ça fait un effort considérable. Typiquement sur ma compagnie, on a divisé par 10 les émissions de CO2 liées à l'alimentation, parce qu'on a végétalisé tout et en tournée, et en répétition. Et en moyenne, on économise 1 tonne de CO2 au mois. C'est pas mal quand même. Ça fait un aller-retour Paris-New York tous les 2 mois. Pas mal. Et ça a changé quoi à mon métier de metteur en scène? Ou d'auteur? Ou de comédien? Bah rien. Ça va. J'ai une bonne nouvelle. Ça va. Donc en fait, c'est pour vous dire que c'est pas obligé de nous coûter cher. Là, en l'occurrence, on a même fait des économies avec ce truc. Et ça a des impacts très forts. Pareil, l'éco-conception des décors. A priori, le fait d'avoir pensé nos panneaux en amont pour pouvoir les dévisser et les emmener, en fait, c'est un truc qui, à la fin, nous coûte moins cher parce qu'on a besoin de moins de dépenser pour les transports. Donc, c'est pas vrai que forcément, ça va bouleverser mon métier et que forcément, ça va me coûter cher. Alors, parfois, ça prend un peu de temps au démarrage, mais pour des bonnes raisons ensuite. Ensuite, il y a des transformations qui sont positives. C'est des transformations qui ne changent pas grand-chose à mon métier, mais peuvent en plus emmener la transition ailleurs.
Si vous décidez que votre alimentation, en plus d'être végétarienne, elle va être plutôt bio et locale, par exemple, bah, vous allez emmener la transition chez les agriculteurs de votre territoire. Du coup, ça, l'État, il devrait vous aider. La rénovation thermique des bâtiments, l'État, il devrait vous aider parce que ça crée des emplois pérennes dans le bâtiment. C'est pour ça qu'il le fait de plus en plus, d'ailleurs. Ensuite, il y a des transformations dites défensives. Les gars, il y a une super opportunité de faire n'importe quoi. Et si on n'y allait pas? Ça vous dit? Et si on arrêtait d'investir un temps fou dans le métaverse et la réalité virtuelle qui demandent des fichiers 150 fois plus lourds que Netflix? Pourquoi pas? Si on arrêtait pendant que Amazon bétonne à peu près l'équivalent d'un terrain de foot tous les 3 jours en France? Pourquoi pas? Donc on propose de ne pas y aller. Et puis il y a des transformations qui là, en fait, vont probablement vous coûter de l'argent, vous demander de l'énergie, de la réflexion, etc. Baisser la jauge des vieilles charrues, ça ne va pas se faire en une année. On en est conscient. Mais comme on leur dit que de toutes les façons, à partir de 2030, la jauge des vieilles charrues va baisser, mieux vaut l'organiser, l'anticiper et faire autre chose, si on veut continuer à faire la fête ensemble. Donc en fait, on propose de le planifier, de l'organiser. Je vous dis pourquoi on propose ça, parce que sur tous les événements qu'on a regardés, quand vous multipliez la jauge par 10, vous multipliez les émissions par 30. Parce que vous démultipliez votre besoin de lointain, de faire venir des artistes plus gourmands en énergie, de faire venir Coldplay avec 40 semi-remorques pour attirer de plus en plus de monde. Comme vous attirez de plus en plus de monde, ils ne viennent pas de votre territoire. Du coup, ils viennent d'où? Ils prennent l'avion, etc. Et vous avez vu les émissions de l'avion sur les spectateurs tout à l'heure. Bref, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut des jauges raisonnées. Du coup, voilà à peu près la typologie qu'on fait. Et une fois qu'on a fait cette typologie, qu'on a listé toutes les propositions par catégorie d'événements, bah là, par exemple, on prend les vieilles charrues et on leur dit, bah, si demain vous faisiez du covoiturage, vous végétalisiez un peu l'alimentation, vous vous tourneriez plutôt vers du bio local, etc., eh ben, vous pourriez baisser vos émissions d'à peu près 20%. Si vous alliez beaucoup plus loin en mettant en place des mesures plus fortes, par exemple, réorganiser l'avenue de vos artistes, estimer que s'ils prennent tel type de transport, vous les défrayez plus, etc., etc. Bah ça va être un peu plus pénible, mais ça va baisser vos émissions d'à peu près 50%. Et puis si vous allez jusqu'à réduire la jauge, vous pouvez faire vraiment l'ensemble du pari. Bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé cette typologie de proposition en voilà ce que ça nous fait par rapport aux accords de Paris. Eh ben, c'était du boulot. Voilà. Donc, je vous invite à regarder directement dans le rapport les propositions très concrètement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que de toute évidence, faire juste le travail qui est à l'échelle de ma structure, ça fait une petite partie du chemin, mais ça ne fait pas tout le chemin. Hein, c'est un enjeu systémique. Donc j'insiste là-dessus. Et les salariés l'ont très bien compris quand on leur pose la question. Les salariés dans les structures culturelles, ça c'est un boulot de la collaborative, nous disent qu'à quasiment à 65%, je sais, il va falloir réinventer totalement mon mode de production et de diffusion. Ça ne va pas suffire de faire des petits gestes avec tous les guillemets nécessaires que vous avez compris, que je mets. Okay. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème systémique. Vous avez compris, l'énergie, elle est partout dans la manière dont on fonctionne. On actionne de façon indirecte des centaines de machines au quotidien, chaque jour, dans notre travail, dans notre façon de vivre. Le problème est là. Une fois qu'on a compris que c'était systémique, forcément, ça demande un changement systémique. Et si vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec une solution simple, arrêtez de l'écouter. Vous allez gagner un temps fou. D'accord? Oui, je sais, la voiture électrique. Non. La voiture électrique au charbon, elle consomme plus de CO2, elle émet plus de CO2 qu'une voiture légère, hybride ou thermique en France. Et elle émet beaucoup plus de CO2 qu'une voiture électrique en France. Un tank électrique Tesla ne va pas du tout résoudre le problème climatique. Pas du tout. Donc voilà. Ou alors, il faut vraiment rouler énormément avec. Genre, vous êtes taxi, quoi. Pourquoi pas. La discussion n'est pas obligée d'être sympa. C'est pas vrai. Quand vous posez des problèmes aux gens, c'est rarement sympa. Mais j'ai une nouvelle, c'est pas grave. En fait, c'est sympa à partir du moment où vous vous mettez dans l'action, où il se passe quelque chose, où dans ma compagnie, on commence à imaginer toutes les manières de faire qui pourraient changer, où on se dit, tiens, on est une SAS, on va devenir une SCOP. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les parties prenantes? Ça devient sympa quand vous commencez à vous dire, ok, on va éco-concevoir les décors et on va tout changer dans la manière de produire des scénographies. Et à la fin, on redonnera nos scénographies à des jeunes compagnies. Et ça va être sympa. Ok, ça va être sympa parce qu'on va mutualiser les moyens de transport, on va rencontrer d'autres gens. Ça va être sympa. Mais le truc d'avant, de poser le problème, c'est pas obligé d'être sympa. Soit c'est sympa parce que vous êtes vraiment très bien entouré, soit c'est sympa parce que vous tapez à côté du problème. Parce que généralement, quand vous commencez à poser les questions de transition, les gens ils vous répondent des trucs du style « Non, mais c'est compliqué, la logistique, faut refaire ça, et puis en plus ça va coûter... » C'est faux.
La vraie question, elle est identitaire. Ce qui est dur quand vous demandez à quelqu'un de changer d'alimentation, c'est pas de manger végétarien, c'est de dire adieu au livre de sa grand-mère, où il y a toutes les recettes qu'il est mettant avec de la viande. C'est ça qui est difficile. C'est un enjeu identitaire. C'est pour ça qu'à mon avis, si vous n'avez pas de friction, c'est que vous n'allez pas au bout du sujet. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand on est ensemble dans une salle et qu'on s'engueule, c'est vivant. Moi, il y a un endroit où j'adore ça, ça s'appelle le théâtre. C'est pas grave, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant que ça permet d'avancer, de se planter, d'essayer, de comprendre, de recommencer, de s'améliorer, ça va dans le bon sens. Ça, c'est sympa. Tout ce chemin-là, il est joyeux. Mais le moment où on pose le problème, ça va pas être sympa. Et c'est pas grave. Merci pour votre attention.